Monsieur Césaire Pénon, qu'on a le plaisir de retrouver ce matin. Bonjour. Bonjour, c'est partagé, mon cher. Comment allez-vous? Très bien. Alors, aujourd'hui, on revient donc sur la capacité et l'intérêt à agir. Oui. De façon, rappelez-nous un peu brièvement ce qu'on peut retenir en fait de ça. C'est ça. On était en train de dire la fois passée qu'il faudrait être majeur avant de pouvoir rester devant la juridiction administrative. Et c'est à ce sujet que la capacité intervient. Si on était une personne physique, si c'est une personne morale, il va falloir qu'elle existe juridiquement. Elle a fini les formalités de son enregistrement, etc. Et c'est à partir de cet instant que la personne morale pourra rester en justice devant la dite juridiction. Concernant l'intérêt, nous l'avons abordé sous deux angles, à savoir l'intérêt à agir quand il s'agit des personnes physiques et la qualité à agir lorsque le requérant est en train de saisir la juridiction pour le compte d'une communauté à laquelle il appartient. Et à partir de cet instant, nous avons expliqué la fois dernière que dès lors que vous avez qualité, on pourra dire que l'intérêt, le tort qui est porté à l'institution à laquelle vous appartenez doit être encore vérifié pour que la qualité puisse vous donner intérêt à agir. Au même moment, lorsque vous avez intérêt à agir, on vérifie cet intérêt-là. Et dès lors que l'intérêt est vérifié, ça signifie que vous devenez un véritable requérant. Ça signifie que votre recours pourra être accueilli et être examiné au fond. Les deux termes prêtent un peu à confusion et à partir de cet intérêt, à partir de cette confusion, la juridiction française en 1958, plus précisément le 4 juillet 1958, dans l'arrêt Société des établissements Thibou, a permis de clarifier pour dire que le requérant a intérêt et par suite qualité pour saisir par voie du recours pour excès de pouvoir la juridiction administrative au sujet de l'arrêté litigieux. Donc, quand vous avez intérêt, on enchaîne pour dire il a intérêt et qualité pour agir. Mais quand c'est la qualité, on dira que vous avez qualité et par suite intérêt à agir. À partir de cet instant, on arrive à situer pour savoir que c'est un intérêt collectif ou bien qu'il s'agit d'un intérêt individuel. Le pas que nous n'avons pas encore suffisamment franchi au Bénin, c'est que en France, avec un arrêt Sérapin de 1992, il est possible que lorsque l'autorisation vous est accordée, par exemple, pour rester au nom d'une institution, tout membre de la dite institution peut se prévaloir de l'autorisation qui a été accordée pour exercer le recours dont il s'agira. Bon, pour le moment, nous ne sommes pas encore confrontés à de pareils cas dans notre État et dès que ça va arriver, on verra ce que la juridiction administrative va devoir arrêter. Voilà ce qu'on peut dire un peu à partir de la question de l'intérêt et de la capacité pour agir. Allez, qu'en est-il de l'incapacité lorsque l'incapacité elle est temporaire? Oui, vous êtes momentanément affaibli du point de vue de vos facultés mentales. Au Bénin, il y a eu un exploit en 2001 avec la juridiction administrative dans un arrêt Lucien N. Et dans cet arrêt N. Bon, il faut qu'on le dise un peu comme ça en 2001. Et la juridiction administrative a permis à ce dernier d'être guéri pour revenir la saisir. À partir de cet instant, on a vu qu'à côté de ce qu'on pourrait qualifier d'une capacité réelle, il y a une capacité virtuelle. Et dès lors que vous êtes guéri, vous pourriez aller vers la juridiction administrative au lieu d'être frappé de forclusion. Parce qu'il y a un délai pour saisir le juge, mais quand vous êtes momentanément indisponible, du point de vue mental, la juridiction prend un peu son mal en patience et vous permet de revenir par la suite. C'est cet espoir-là qu'il faudrait quand même
mettre en lumière un peu en ce qui concerne notre pays. Ce serait en France que vous seriez déjà frappé de vos conclusions. Votre recours sera irrecevable, mais au Bénin, on essaye quand même de revoir les choses. Alors, professeur, il y a, je dirais, un ministère, un métier qui m'a toujours intéressé. Peut-être que si je n'étais pas journaliste, j'allais le faire. On parle d'avocat. Oui, le ministère d'avocat. C'est-à-dire que pour saisir, voilà, le ministère d'avocat signifie que... Est-ce que c'est différent des avocats qui défendent les causes, ou bien c'est la même chose? C'est la même chose en réalité, c'est la même chose dans la mesure où, au lieu d'aller devant le juge vous-même, vous ne maîtrisez pas les rouages de la procédure, de l'examen au fond. Et il vaudrait mieux que vous confiez votre recours au juge et à un cabinet d'avocats. Et c'est à partir de cet instant qu'on pourra parler d'un ministère d'avocats. Quand il s'agit du recours pour excès de pouvoir, le ministère d'avocats n'est pas obligatoire. C'est un recours contre un acte, c'est pour sauvegarder la légalité, et tout citoyen qui a un intérêt à agir doit aider pour le compte de l'état de droit à assainir les règles juridiques qui régissent la société, le droit positif dans son ensemble. À partir de cet instant, on n'exige pas de vous d'avoir nécessairement un avocat pour vous aider à défendre votre cause. Mais il arrive que des requérants choisissent de leur propre chef d'avoir un avocat pour les accompagner. Mais quand il s'agit de la seconde branche dont on avait parlé, à savoir le plein contentieux, lorsque vous demandez une réparation en termes numéraires, vous êtes obligé d'avoir un avocat pour vous accompagner. Et dans ce dernier cas, le ministère d'avocats est obligatoire. Seulement que la régularisation peut être effectuée à toute étape de la procédure. Jusqu'au dernier moment, on vous invitera à faire endosser le dossier, le procès par un avocat, et on va vous faciliter la tâche, mais vous ne serez pas frappé de forclusion. On ne dira pas que le recours n'est pas susceptible d'être accueilli. On vous accompagne et ça peut mieux se passer pour le requérant. Allez, vous l'avez évoqué, hein, vous avez parlé de recours, et puis on en parle depuis quelques jours maintenant. Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer un même recours? Oui. Plusieurs personnes peuvent exercer un recours. Il y a près de 200 membres de la religion témoins de Jéhovah qui avaient dans notre pays exercé un recours. Quand ça se passe de cette façon, on dit qu'il s'agit d'un recours collectif personnel. Mais dans le même temps, un seul individu, un seul requérant peut attaquer plusieurs décisions à la fois. Il s'agira alors d'un recours collectif réel. À partir de cet instant, si vous êtes 200 par exemple, on reviendra sur les formalités, les frais de justice doivent être payés par chacun de vous. Mais si c'est une seule personne qui attaque plusieurs à la fois, il s'acquitte, ou bien elle s'acquitte des frais de justice une seule fois. Les témoins Jéhovah, à l'époque, n'avaient pas eu la possibilité, c'était à 5 000 francs, n'avaient pas eu la possibilité d'avoir les 5 000 fois les 200, et puis le recours n'a pas pu aboutir. Ça n'a pas prospéré. Voilà comment ça peut se Alors, passer. professeur, est-ce qu'un conjoint, par exemple, peut exercer un recours pour le compte de son épouse? Si je comprends bien, Oui. est-ce que votre épouse pourra exercer le recours pour votre compte? Voilà. Oui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans la mesure où... oui, ce n'est pas possible. Parce que le recours, on dit pas d'intérêt, pas d'action. Nul ne plaide par procureur. Ça signifie que c'est celui qui a un intérêt bien déterminé, bien défini, qui pourra aller en justice et défendre cet intérêt-là. Nous avons dans notre pays un arrêt qui aborde la question, c'est un arrêt de 2004, arrêt Julien Aïou. Monsieur Aïou est un fermier, il a sa ferme dans la commune, entre-temps, sous-préfecture de Glazoué. Le sous-préfet avait pris un arrêté pour interdire la vente du charbon de bois,
mais son épouse était allée charger un camion plein de charbon de bois et arrivé à Glazoué, le sous-préfet avait intercepté le camion et a confisqué tous les charbons et tous les sacs de charbon. C'est alors que M. Aïou s'est rebellé contre le sous-préfet pour saisir la juridiction administrative du procès. Et en cours d'examen, le juge, l'administration a eu à soulever que ce n'est pas Aïou qui a intérêt pour agir, mais plutôt son épouse pour le faire. Et le juge a accepté seulement qu'il a fait évoluer l'intérêt pour dire que Aïou étant un fermier, il a la possibilité d'attaquer l'arrêté du sous-préfet. Mais là, nous ne sommes plus dans le cadre d'un intérêt à agir. Le conjoint n'est plus en train d'exercer pour le compte de son épouse, mais c'est plutôt en sa qualité de fermier que le recours a été exercé. Voilà un peu... Les subtilités. Eh oui, les subtilités vraiment. Mais une dernière question tout de même. Quel est le délai dans lequel un recours contentieux doit être fait en droit administratif? Oui, quel est le délai? Les questions de délai évoluent d'un recours à l'autre. Si c'est le recours pour excès de pouvoir, le délai est de 2 mois, mais il reste à donner des explications. Mais quand il s'agit de plein contentieux, le délai est 31. Et par rapport à ces 2 délais, il y a quand même des détails à fournir pour que cela puisse bien être maîtrisé. Si vous prenez le recours pour excès de pouvoir, le délai c'est de 2 mois. Et quand il s'agit d'un acte individuel, avant d'exercer ce recours, vous devriez saisir la juridiction administrative, pas la juridiction administrative, l'autorité administrative qui a pris l'acte pour un règlement amiable. Lorsque vous parvenez à régler le différend, on le dit souvent, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Mais quand vous ne parvenez pas à ce règlement amiable, on dira que le contentieux s'est cristallisé. Il y a une solidification du contentieux. Le contentieux devient en quelque sorte comme un fœtus. Il va falloir poursuivre le cheminement jusqu'au prétoire de la juridiction administrative pour procéder à la délivrance. À partir de ce instant, vous voyez. On espère bien qu'on reviendra peut-être avec vous lundi prochain, très certainement, sur la question du délai, puisque c'est très important pour nous d'en savoir davantage. Merci à vous pour tous ces éclairages par rapport à la juridiction administrative. Je rappelle, vous êtes maître de conférences agrégé des facultés de droit. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. À lundi prochain. Professeur. Bonne journée. Allez, et on va retrouver maintenant James William Gbagidi dans la chronique internationale.